Bonne-Espérance les gars. On vient de passer le cap. 2-3 ans en Figaro, j'avais fait une étape qui faisait Dunkerque-Saint-Nazaire. Et j'avais trouvé ça incroyable. Wow. J'avais trouvé ça incroyable de faire quasiment la France Nord-Sud tout seul avec son bateau. Et là on a fait les sables de la Bonne-Espérance, c'est un truc de malade. Toute ma vie, je vais pouvoir montrer le planisphère à ma fille et lui dire bah tu vois papa il a été de là à de là. Et ça franchement mais quelle fierté, voilà je suis trop content. Et bah ça donne envie d'aller voir un peu plus loin maintenant. Hein. Merci Neptune dans ta grande splendeur de nous laisser passer. Je sais pas si c'est toi qui laisses passer ici mais je te remercie quand même. Voilà un petit coup pour le bateau. Et moi, voilà juste on va sentir, ça suffira. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Charlie Dalin et Sébastien Simon n'ont rien cassé. Donc on craignait, moi je craignais beaucoup, comme vous, pour eux, pour ceux qui passaient au Cap de Bonne-Espérance dans des conditions un peu musclées. Mais tout va bien, ils n'ont pas cassé, ils sont proches du centre de la tempête, mais ils ont du vent et pour l'instant, tout peut encore arriver parce que eux, ce qu'ils vont chercher, c'est d'aller et gagner du terrain avec cette dépression. Donc, c'est pas fini. On va suivre dans les heures à venir. Mais déjà, ils sont là. Clarisse Cromer a un petit problème de foil qu'elle est en train de réparer. Louis Burton, je vous l'ai dit cette nuit, malheureusement, il a dû abandonner pour une nouvelle avarie à bord de son bateau, mais vous l'avez déjà vu jusqu'à l'heure qu'il est, ce qui lui est arrivé. Et puis le reste de la flotte, on va peut-être faire un petit tour rapide, mais pour l'instant, tout le monde va bien. Samantha Davis, je vais vous mettre une vidéo tout à l'heure, elle est amusante parce qu'elle dit « Je ne vous ai pas fait de carte de passage du Cap de Bonne-Espérance parce que la dernière fois en 2020, c'est une fois que j'ai fait mon selfie, que j'ai cassé, que j'ai eu mes problèmes. Donc cette fois-ci, je vais vous faire un selfie quand j'aurai passé les Kerguelen. » Eh bien oui, les Kerguelen, ces îles de désolation qu'ils vont tous s'apprêter maintenant, ces îles qui les inquiètent. Je parle très vite pour ne pas faire long. Je vais mettre à la fin aujourd'hui ce que je vais faire. On va appeler Jean-Luc Vandenette et à la fin, plutôt que de faire mon tracker, je vous mettrai des vidéos de bateaux à foil et des bateaux à dérive. Les dernières vidéos envoyées depuis le bord, je vais les couper un peu. Je vais faire un petit patchwork des vidéos, des moments un peu de chaque bateau mis ensemble de 20-30 secondes de chacun pour voir un peu comment ils se sentent, à quelles sont les conditions là où ils se trouvent dans la flotte. Et puis les îles de Kerguelen, pour ceux, elles ont un joli nom, pourtant sachez que ce sont des îles inhospitalières, des désolations, je disais tout à l'heure, que personne n'aime. Personne peut-être, sauf Loïc Perron, qui lorsqu'il est passé dans le premier Vendée Globe, c'était à hauteur des îles de Kerguelen qu'il a appris la naissance de sa fille. De joie, il a appelé sa fille Marie Kerguelen. Voilà, c'est pour les bons côtés des îles Kerguelen. Pour les moins bons, rappelez-vous, Bernard Stamm, en 2008, il avait voulu se réfugier derrière les îles de Kerguelen pour réparer. Les conditions n'étaient pas bonnes. Il s'était échoué et son bateau a dû être ramené à La Réunion. Voilà un petit peu pour avoir l'histoire rapide des îles de Kerguelen, comme je vous ai fait le Cap de Bonne-Espérance. Je ferai une vidéo tout à l'heure, enfin dans quelques temps, sur le Cap Horn. Mais d'ici là, vous savez quoi? On va appeler Jean-Luc Vandenette, je suis bavarde. On y va. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bon alors, Jean-Luc, moi je suis super stressée depuis hier soir, depuis hier déjà, pour Charlie Dalin et Sébastien Simon. Qu'est-ce que tu en penses, toi, ce matin? Ils ont l'air d'être pas si mal. Ils sont pas dans l'œil du milieu de la tempête. Oui, ils sont assez proches du centre de la dépression, ce qui fait que là, au pointage 11 h ce matin, ils ont respectivement 22 nœuds de vent et de nœuds. Donc, ils ont tous les deux 22 nœuds de vent. Donc, on voit bien qu'ils marchent très, très bien. Charlie Dalin est à 25 nœuds, 24 nœuds 9. Donc, ils vont, s'ils continuent comme ça et s'ils s'en sortent bien, ce que j'espère pour eux, ils vont sûrement faire un petit trou avec les autres. Surtout que derrière la dépression, forcément, comme souvent, il y a un calme. S'ils arrivent à rester dedans, là, assez longtemps, ça va sûrement payer. Et
Et parce que là, tu vois, mais moi, je ne m'y connais pas assez, parce que tu vois, moi, je vois les autres qui sont en haut, je vois Johan Richomme et puis tous ceux qui viennent derrière. Finalement, l'écart, il n'a pas l'air immense, mais c'est que je comprends rien, c'est ça. Non, il n'est pas immense, mais il est quand même de 400 000 pour le troisième. Hein. C'est quand même pas rien. En route directe, il est à 400 000. Faut les rattraper. Alors, c'est pas irrattrapable. Hein. Jusqu'à maintenant, les 9 premiers peuvent encore espérer un ralentissement devant et de recoller. Mais à mon avis, c'est malheureusement, à partir des trois filles, je pense qu'ils vont faire un gros trou tous et j'ai peur pour les suivants que ça creuse encore un peu l'écart. En fait, est-ce que moi, je me suis avancée l'autre jour, parce que depuis que ma vidéo sur YouTube marche si bien, maintenant, je me prends pour un marrant. Mais l'autre jour, je me suis avancée à dire que là, si on regarde la carte, et de ce que moi je sais pour t'avoir suivi toi dans des tours du monde et d'autres marrants, c'est que les 9 de devant, en fait, c'est quasiment un de ces 9-là qui va être le vainqueur du Vendée Globe 2024. Ah ben ça c'est sûr. De toute façon, on voit bien les bateaux, on voit bien qu'ils ont leur vitesse et systématiquement on voit ceux qui vont beaucoup plus vite que les autres. Je regardais les vitesses de ceux qui sont derrière, ceux qui n'ont pas de foil, genre le cam et tout ça, ils plafonnent à 16 nœuds, 17 nœuds, quand les foilers vont à 20 nœuds et plus. Donc, forcément, il y a un trou derrière et je pense que évidemment, le vainqueur, il est dans les 9. Hein. Et c'est vraiment les 9 bateaux qui vont les plus vite. C'est les 9 bateaux les plus modernes. Et c'est les skippers qui sont très, très bien préparés. Et évidemment, mais c'est facile à dire, s'ils n'ont pas de problème, je pense que et Charlie Dalin, qui a un super bateau que je connais pour avoir navigué dessus, et Sébastien Simon, je pense qu'ils ont pour l'instant une bonne option, à condition évidemment qu'ils ne cassent pas. Tu sais, depuis que Charlie Dalin est en tête, depuis un moment déjà, je n'arrête pas de penser à toi sur le ponton. Quand je te demandais si cette année, tu avais qui, tu voyais un favori, etc., tu m'as dit, il y en a plein, mais tu mettais Charlie Dalin parce que tu avais navigué avec lui et tu m'as dit, c'est un super bateau, c'est un super marin. Du coup... Oui, et pour gagner le Vendée Globe, il faut combiner les deux. Il faut avoir réuni suffisamment d'argent pour avoir un très très bon bateau. Et en plus, Charlie Dalin avait l'expérience de son bateau précédent, donc il l'a encore amélioré cette année avec ce nouveau bateau. Il a corrigé tous les petits défauts qu'avait son bateau précédent, qui quand même a gagné le dernier Vendée Globe en temps réel. Même s'il a été rétrogradé deuxième. Et donc, ce bateau-là, il est vraiment top, et Charlie Dalin, il est pas mal non plus, et l'association des deux, mais c'est très intéressant parce que Sébastien Simon se fait pas décramponner, il a choisi la même route, c'était un peu culotté, hein, parce que c'est toujours angoissant d'aller dans une dépression. Je pense que les autres sont remontés pour essayer d'avoir moins de vent, ils se sont rallongés la route, et puis derrière, quand on regarde la météo qui va suivre, ça va peut-être pas être évident pour eux s'ils sont rattrapés par l'anticyclone qui est derrière eux, qui est juste entre les 9 premiers et les trois filles et Boris Everman. Est-ce que, tiens, parlons, puisqu'on parle aussi des trois filles maintenant, parlons aussi un peu des dérives qui sont groupées vers le cap de Bonne-Espérance maintenant.
Est-ce que toi, tu regardes aussi les dérives, ou toi qui es un compétiteur, parce qu'au fond, le Vendée Globe au début, ce que vous cherchiez, c'était la vitesse. Donc là, on arrive à une vitesse qui ressemble plus à des bateaux, mais est-ce que toi, tu regardes encore les bateaux à dérive? Est-ce que tu es encore curieux de regarder des gens comme Louis Duc, par exemple, sur son vieux bateau de 2008? Ah oui, bien sûr, je regarde ceux qui sont derrière, et évidemment, et il y en a qui font des performances. Je pense par exemple à Violette d'Orange qui a l'ancien bateau de Jean Le Cam, qui est pas très loin derrière lui. Je trouve qu'elle navigue très très bien, mais c'est pas la seule. Et il y en a qui ont des vieux bateaux avec lesquels ils s'en sortent relativement bien, quoi. Hein. Mais le jeu est faussé, c'est-à-dire que ces bateaux-là, même si tu mets Charlie Dalin sur le bateau de Violette d'Orange, il sera à peu près au même endroit. Il serait un peu plus devant peut-être, mais pas beaucoup. Hein. Ouais. Est-ce que, maintenant, dernière chose sur les tempêtes, parce que là, c'est une question un peu tricky que je vais te poser. C'est facile de demander ça quand je suis dans mon canapé ici. Mais tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, on parle tellement de ces tempêtes-là qu'ils ont en ce moment depuis 2 jours, comme si c'était les tempêtes du siècle. Au fond, c'est un peu la météo dans cette zone-là, c'est un peu ça. Ils savent tous qu'ils y vont là et qu'ils vont avoir ça. C'est pas une tempête, celle qu'ils ont en ce moment, c'est pas pire que ce qu'ils sont censés avoir dans l'océan Indien. Au contraire, c'est la même chose, quoi. C'est que ça. C'est absolument courant. Ils sont dans les 40e. Dans les 40e, il y a une succession de coups de vent. Alors évidemment, on peut les éviter en montant et en passant beaucoup plus haut. Mais d'abord, en passant beaucoup plus haut, on risque d'avoir des vents dans le nez ou des calmes. Et puis, c'est le vent qu'on a quand on fait les 40e rugissants, qu'on passe à côté des Kerguelen. Il suffit de regarder la météo des Kerguelen et de regarder les coups de vent qu'ils ont. Et en plus, en ce moment, on est encore... on est dans une période où ça se calme un peu. C'est plus la grosse période hivernale où il y a des très grosses tempêtes. Donc, je trouve que c'est tout à fait normal. Alors évidemment, c'est impressionnant quand on voit l'enroulement du vent, quand on clique sur le vent sur la cartographie, on voit du violet. Oui, c'est habituel dans ces régions-là. Bon, écoute, on va voir. On a hâte de voir la suite et de voir la fin de la tempête pour ceux devant, en espérant que personne ne casse. Là, de toute façon... Ça va pas être la fin de la tempête parce que justement, leur jeu, c'est d'essayer de la suivre le plus longtemps possible et de ne pas tomber sur la dorsale qui est derrière. Ouais. Bon, écoute, donc on va encore suivre. On va voir d'ici la semaine prochaine. Tu reviens la semaine prochaine? Avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je t'embrasse. Allez, moi aussi. À bientôt. Bye. Bye bye. Voilà, c'est une chance inouïe d'avoir Jean-Luc. Merci encore, Jean-Luc Vandenel. À la semaine prochaine. Et puis en attendant, je vous mets quelques vidéos les uns après les autres pour voir ce que ressentent nos marins sur leur bateau. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye bye. Le soleil est sorti, ça c'est sympa. Ce qui est moins sympa, c'est que la mer est encore dégueulasse. Alors je suis allé chercher du vent un peu plus faible. Du coup j'en profite pour aller sur le pont. Ouah, quelle merde. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous voyez la hauteur des vagues. Voilà, donc on est allé assez nord quand même. Donc du coup là, il n'y a plus beaucoup de vent. Bon, il y a 20 nœuds, hein, mais ouais. C'est comme ça diffère là. Mais voilà, j'ai préféré la jouer safe. Ça fait chier. De toute façon, j'avais le bon moment pour un problème. Puis le moment où ça a accéléré à 20 nœuds, bon du coup là je suis au ralenti. Et on essaie de limiter la casse, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème supplémentaire. Bonne espérance les gars. On vient de passer le cap, le cap. Hier, c'était infernal à bord. Le bateau bougeait tellement,
pouvais juste rien faire. Fallait que je me tienne tout le temps. À part rester dans le pouf, voilà. Il n'y a pas grand chose qui était possible. C'est fatigant d'être secoué comme ça. Là, il y a 30-35 nœuds de vent. J'ai bien ralenti le bateau pour pouvoir sortir. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'état de la mer. En fait, c'est tellement cabossé de partout, tellement croisé que c'est un enfer. Le bateau, il tape tout le temps. Tu as l'impression de le casser sur chaque vague. Donc des fois, je ne sais pas comment faire pour ralentir le bateau. Je suis pas très serein, j'ai pas dormi. C'est pas génial. Il va falloir que ça évolue quand même dans le bon sens. Ah voilà, ça cartouche bien. Ça vient de rentrer le vent. On a 3 riz, J3 et bientôt tourmentin. Et l'idée c'est d'ajuster pour pas aller dans trop de vent. Mais